Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je viens démystifier 3 mythes par rapport à l'incorporation. L'incorporation étant l'équivalent de la société par action, la compagnie, donc c'est vraiment des synonymes. Et bien entendu, beaucoup d'entrepreneurs vont opter pour l'incorporation, puis je voulais prendre le temps de clarifier 3 éléments essentiels. Le premier concerne le fait de s'incorporer seul. Donc, beaucoup de clients que je vais rencontrer se sont déjà incorporés, certains avec de l'assistance juridique, mais d'autres l'ont fait seuls. Et la question est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Pourquoi est-ce que je le ferai avec un professionnel? Donc, le mythe étant que c'est facile de le faire, on le fait sur le site du Registraire des entreprises du Québec, sur le site de Corporation Canada. Pas besoin d'assistance juridique pour faire ça. Oui et non. Dans le sens que créer la société par action, c'est une chose, mais il faut garder en tête que ça s'appelle une société par action. Donc, elle émet des actions à des actionnaires. On a un conseil d'administration et ça veut dire qu'on devrait retrouver toute cette information quelque part. On pourrait dire qu'on retrouve cette information sur le site de Corporation Canada parce qu'on peut voir qui sont les administrateurs. Toutefois, on ne voit pas qui sont les actionnaires. Et sur le site du REQ, on peut voir les actionnaires et les administrateurs, mais on a quand même une limite de 3 actionnaires. Donc, cela signifie que la réalité par rapport à la société se retrouve dans ce qu'on appelle le livre de minutes. Donc, le livre de minutes, c'est le livre de société. On y retrouve l'historique de la compagnie. On peut savoir donc qui ont été les actionnaires fondateurs. Est-ce qu'on a eu d'autres actionnaires par la suite? Est-ce qu'on a vendu des parts? Est-ce qu'on a plus que 3 actionnaires? Donc, qui sont-ils? Quelle est la répartition entre les différents types d'actionnaires? Et aussi, quels sont les différents types d'actions qui peuvent être émis? Donc, lorsqu'on a une société par action, c'est possible d'émettre différents types d'actions. Des actions ordinaires, des actions avec droit de vote, pas de droit de vote, privilégiées, non participantes, participantes. On peut vraiment concevoir un capital action qui est personnalisé selon les besoins de chaque entreprise. Donc oui, il y a des capital actions qui sont assez standards, qui vont regrouper les besoins de base que toute entreprise typique pourrait avoir besoin de combler. On peut aussi avoir besoin de rédiger des descriptions de capital action qui sont plus personnalisées et qui sont adaptées aux besoins de l'entreprise. Et ça, c'est possible seulement si on a l'assistance d'un professionnel parce que non seulement il faut le préparer, mais il faut aussi le transférer au gouvernement. Donc, lorsqu'on fait notre demande d'incorporation, donc lorsqu'on constitue la société, ce sera possible de venir joindre une pièce jointe qui va correspondre à la description de capital action qu'on aura préparée. Donc, oui, on peut s'incorporer seul, mais si on a l'ambition de grandir, d'éventuellement avoir des partenaires, on ne veut pas demeurer seul. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'opter pour une incorporation avec un professionnel pour au moins avoir son livre de minutes et son capital action, ainsi que les différentes restrictions qui sont essentielles de mettre dans les statuts de constitution. Si jamais tu regardes cette vidéo puis tu t'es incorporé seul et maintenant tu arrives au point où tu veux vendre l'entreprise, où tu veux faire entrer des partenaires dans ton entreprise et qu'on te demande justement la paperasse juridique, c'est possible de la faire rétroactivement. Donc, c'est possible de trouver un avocat qui va préparer un livre de minutes rétroactif et le mettre à jour par rapport à l'historique qu'il y a eu dans le passé, mais c'est pas idéal. D'autant plus que généralement, il faut maintenir le livre de minutes à jour sur une base annuelle, entre autres pour y indiquer s'il y a eu des changements importants comme changement de siège social, changement au niveau du CA, changement au niveau des actionnaires, mais aussi s'il y a eu versement de dividendes ou pas. Donc, qu'il y ait eu versement de dividendes ou non, on devrait venir transcrire cette information dans le livre de minutes à l'aide de résolutions suite à la transmission ou acceptation des états financiers. Donc ça, c'est par rapport au premier mythe. Est-ce qu'on peut s'incorporer seul? Et le prochain, c'est par rapport au fait que l'incorporation nous protège à tout coup. J'ai parlé dans une capsule précédente du fait que lorsqu'on opte pour l'incorporation, on vient vraiment faire une distinction claire entre notre patrimoine et celui de l'entreprise. Donc, ce sont 2 choses qui sont complètement distinctes. Qu'en cas de poursuite, on va être protégé, mais seulement si on a fait le nécessaire. Dans le sens que si on opte pour une incorporation, disons qu'on a fait la transition, on était travailleur autonome, maintenant on est incorporé. Est-ce qu'on a signé de nouveaux contrats au nom de la société? Est-ce qu'on a signalé qu'on avait changé de forme juridique et que maintenant les obligations devaient être au nom de la société? Est-ce qu'on a opté pour une incorporation, mais qu'on a signé un bail commercial à notre nom?
Ou est-ce qu'on a signé un bail commercial, mais on s'est porté caution? Est-ce qu'on a pris un emprunt bancaire, puis on s'est mis caution, même si c'est au nom de la société? Donc, il faut garder en tête qu'on n'est pas protégé à tout coup. Ça dépend et c'est très fréquent que lorsqu'on démarre son activité, on soit requis de se porter caution, du moins au niveau du financement. Donc, c'est pas parce qu'on a créé une société et qu'elle a son propre compte bancaire et sa propre carte de crédit qu'on ne peut pas être tenu responsable. Souvent, pour les cartes de crédit corporatives, ça va être écrit en tout petit qu'on se porte garant aux besoins. Donc vraiment, de comprendre que c'est pas free for all. Il est possible qu'on soit tenu responsable à certains égards. Et aussi, au niveau de la société, disons qu'elle n'est pas en mesure d'acquitter ses obligations financières et qu'on doit de l'argent à Revenu Québec au niveau de la TPS-TVQ, les déductions à la source, mais il faut savoir que pour ça, on met de côté la compagnie et les actionnaires et on peut aller voir les administrateurs pour leur demander de prendre responsabilité pour les manquements. Et juste garder en tête que ce n'est pas infaillible, qu'on peut vraiment avoir des responsabilités à prendre en charge, même si la société cessait d'exister. Et le prochain point concerne l'avantage fiscal lié à la corporation. C'est facile à première vue de dire, l'incorporation, on a un plus faible taux d'imposition que les particuliers. Les particuliers peuvent payer jusqu'à 53% de taux d'imposition, alors que la compagnie, son taux d'imposition sur les profits au Québec est de 20%. Ailleurs, ça va être de 12%. Donc, ça peut être facile de dire que pour ces raisons, l'incorporation prend tout son sens au jour 1, mais pas forcément. Et pas forcément au jour 1, justement. Si on démarre des activités et qu'on a une incertitude par rapport au chiffre d'affaires qu'on va générer, qu'on n'a pas de projections financières qui sont claires ou une certitude par rapport aux revenus qu'on va générer, l'incorporation n'est pas forcément la meilleure option. Dans une capsule précédente, j'ai expliqué en fait quels étaient les avantages entre l'incorporation et le statut de travailleur autonome, vraiment clairement en discutant des revenus et de l'impact fiscal. Et ici, je tenais à le réitérer que l'incorporation est bénéfique lorsqu'on génère plus de revenus qu'on a de dépenses, incluant notre rémunération, et qu'on est donc en mesure de laisser des profits dans la compagnie. Du moment où on a besoin de l'ensemble des revenus qui sont générés par la compagnie, mais ça devient moins intéressant parce que forcément, tout ce qui sera gagné par l'entreprise devra m'être versé par la suite. Et moi aussi, je serai donc sujet à mon taux d'imposition progressif auquel j'ai fait référence. Donc, j'espère que cette capsule aura permis de clarifier un peu les quelques mythes que j'entends régulièrement par rapport à l'incorporation. Si tu es en phase de démarrage, je t'invite à regarder le lien dans la description. J'ai conçu une formation sur le démarrage d'entreprise, les 5 étapes clés pour réussir son démarrage, dans laquelle j'ai combiné mes plus de 16 000 heures d'expérience auprès de mes 1000 clients et plus, que j'ai réunis sous forme de conseils et d'astuces. Donc, j'ai réuni mes meilleurs conseils dans cette formation qui inclut également quelques courriels avec des conseils pour t'aider à prendre de bonnes décisions. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit la prochaine fois.